Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, la chaîne du continent. Et je suis très heureux, ainsi que toute l'équipe d'À votre avis, de vous recevoir à ce rendez-vous du vendredi soir. Et merci pour votre fidélité. Est-il possible, en République, de bâtir un État démocratique à partir des principes et des valeurs d'une société multiséculaire et postcoloniale fondée sur l'existence de castes sociales hiérarchisées? Cette formulation, que je fais exprès, est évidemment provocatrice pour certains esprits. Mais je la fais sciemment pour que notre débat puisse aller au fond de cette problématique sensible et essentielle pour l'évolution de nos sociétés. En Afrique de l'Ouest, nous avons un peu moins de 14 États dont les sociétés connaissent ce phénomène. La République étant la chose publique et ayant elle-même ses principes, la compatibilité entre ce système de caste sociale et la République, qui est une forme institutionnelle d'organisation du vivre ensemble, est-elle possible? À votre avis, ouvre le débat ce soir avec la contribution de M. Ismaïla Samba Traoré. Vous êtes éditeur, vous êtes directeur des éditions La Sahélienne, vous êtes écrivain et vous êtes chercheur en sciences sociales. Je vous donnerai la parole tout à l'heure pour que nous y allions un peu plus profondément. Maître Chekmar Konaré, vous êtes avocat. Les téléspectateurs d'Africable Télévision vous ont déjà vu sur ce plateau. Et Monsieur Robert Dissa, vous êtes sociologue, vous aussi, vous êtes un habitué de ce plateau. Messieurs, je vous remercie pour votre disponibilité et au nom d'Africable Télévision, je vous réitère ces remerciements. Merci. Je vous invite maintenant à suivre le micro-trottoir d'À votre avis pour que nous sachions ce que les Africains pensent de notre thématique de ce soir. Bon, moi je pense que c'est compatible avec la démocratie. Parce que quand vous voyez même la société malienne, elle est composée de plusieurs trucs. Il y a les castes, il y a les guiros, il y a les forgerons. Et chaque structure a son rôle à jouer dans la société. Par exemple, quand tu prends les forgerons ont leur rôle à jouer. Les guiros ont leur rôle à jouer. Par exemple, en démocratie même, on a même constaté au Mali que les guiros ont apporté beaucoup de choses par rapport à la démocratie au Mali. Parce que ici, il y a un problème, souvent on fait appel aux guiros. Donc vous voyez que c'est compatible au Mali. En tout cas, au Mali, je pense que le système de castes et la démocratie sont compatibles. Vous parlez de démocratie. Chez moi, aux États-Unis, mon fils peut me dire, mais papa, tu mens. Mais en Guinée, est-ce que je peux oser dire ça à mon père? Non. Les réalités de chaque pays représentent aussi ses propres réalités. Il faut mettre en balance nos réalités, nos valeurs, nos cultures face à la démocratie que les Occidentaux nous ont envoyée. Ça, quand même, on ne peut pas y aller sans ça. Il faut adapter le concept de démocratie dans le contexte actuel où nous sommes, dans un contexte africain. Comme toutes les personnes sont castées, il faut essayer d'intégrer tout le monde. Oui,
Oui, moi je dirais même que la première forme de démocratie, en tout cas ce que nous connaissons en Afrique, c'est ce système-là. Et si vous vous rappelez, l'Afrique, on disait qu'elle n'avait pas d'histoire et tout. Notre histoire a été connue en fait à travers des hommes de caste, les Djeli, qui ont raconté les histoires de l'Afrique, plus particulièrement au Mali. Donc, si nous prenons en compte ces aspects, nous pouvons vraiment dire que les castes sociaux jouent un rôle prépondérant. En tout cas, ça renforce, ça consolide la démocratie. Les deux vont ensemble parce qu'il faut concilier, en tout cas, certaines pratiques qui ont existé, qui ont fait l'équilibre social. Et ces pratiques-là, aujourd'hui, se retrouvent une fois de plus dans la démocratie pour dire que les castes aussi jouent un rôle prépondérant. Ils ne peuvent pas, bien sûr, remplacer la démocratie, mais ça va de pair avec la démocratie. Je pense que les castes, c'est une réalité qui sévit ici, en Afrique, depuis, par exemple, très longtemps. Et que ça consiste à, par exemple, prioriser certains ethnies au détriment d'autres, et que la démocratie, par contre, est un concept, c'est-à-dire c'est un idéal qui est prôné et voilà, qui consiste à, par exemple, prendre les décisions dans l'unanimité. Dans les sociétés traditionnelles, on ne prenait pas les décisions de manière isolée ou bien de manière, par exemple, unilatérale. Donc il y avait toujours une sorte d'assemblée générale où tout le monde était présent pour la prise de décision et que, par exemple, les actes qui étaient mis en œuvre concernaient tous et étaient connus de tous. Je pense que les castes sociales, ce sont des réalités socio-traditionnelles. Il y a quand même un ordre qui est là, qui est respecté. Mais au niveau démocratique, au niveau politique, c'est vrai que ce n'est pas... Il y a un impact pas du tout positif. Dans la mesure où, politiquement, chacun est libre de ses choix. Mais lorsque un système de caste existe ou perdure, cela bloque l'avancement des choses. Je prends à titre d'exemple le système théocratique au Fouta Djallon, en République de Guinée. Là-bas, le système de caste il est même très fort, ce qui fait que certains individus ne peuvent prétendre à certaines places. Et même s'ils osent le faire, il y aura des bâtons dans les roues. Donc, c'est vrai que les castes sont là pour créer un ordre dans la société traditionnelle, dans la société moderne à un niveau. Mais si on va au sommet de l'État, la hiérarchie qui dure depuis autant d'années créera des blocages qui, à la longue, donneront naissance à des mouvements sociaux que je souhaite nous n'aurons pas à faire face. Voilà, messieurs, nous venons de suivre le micro-trottoir dans votre avis, sur lequel nous reviendrons au cours de notre discussion. Mais je voudrais pour le moment vous demander à vous, Robert Dissa, vous qui êtes notre sociologue de service ce soir, de nous définir ce que c'est qu'une caste sociale. Qu'est-ce que c'est qu'une caste sociale? D'où est-ce que ça nous vient? D'accord. En fait, définir une caste sociale aujourd'hui, ou la caste d'une manière générale, m'amène forcément à voir la notion sous plusieurs angles. D'abord, les castes ont existé dans beaucoup d'endroits sur cette vaste terre, mais les castes n'ont pas exactement les mêmes histoires, les castes n'ont pas les mêmes formes et dans le fond, les castes sont différentes. Maintenant, pour définir les castes sur un plan sociologique, nous partons en tant que sociologues, nous partons de trois grandes remarques qui fondent l'existence des castes d'une manière générale. On parle des castes quand on voit chez un groupe social une division sociale du travail spécifique, c'est-à-dire un travail social spécifique qui est dû à ce groupe social.
quand ce groupe social est caractérisé aussi par l'endogamie, et troisièmement, quand le travail social spécifique de ce groupe est aussi transmis de génération en génération. Je m'explique. Par exemple, si nous prenons la caste des griots. Alors, le griotisme, c'est le travail social des griots. Côté endogamique, les griots, ils se marient seulement entre eux. Il n'y a pas de mariage extra-caste. Et le troisième point à ce niveau, c'est que le fils griot devient seulement griot. Donc, quand ces trois conditions sont réunies dans l'histoire, là, nous parlons de l'existence de la caste. Maintenant, dire, pour répondre à la question d'où est-ce que les castes viennent, eh bien, il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup de théories. Il y a des théories qui disent que les castes sont nées dans la société grecque. Il y a des théories qui disent que les castes sont nées dans la société égyptienne. Et ce qui est sûr et certain au jour d'aujourd'hui, c'est que les historiens, ils ne se comprennent pas là-dessus. Mais en ce qui concerne nous, Africains, nous pouvons dire que le grand foyer, à partir duquel, en fait, cette notion de caste est partie, c'est depuis l'Empire du Ghana, au IIe siècle déjà, avant notre ère, et les castes sont cristallisées alors sous le règne de Soundiata Keita. Voilà, grosso modo, ce que moi je peux dire. Très bien. Alors, mais je vais rester sur vous un instant. Le mot, le concept de caste n'est pas africain. Parce que c'est portugais. Nous parlons français là. Donc c'est parti du portugais peut-être au français. Oui, casta. Mais nous, en tant qu'Africains, si je suis Yoruba, Serer, Mandeng, Bambara, Hausa, Sonrai, comment dirais-je comment représenterais-je conceptuellement le fait de caste? Puisque caste est un mot français. Comment je dirais? Bon. Vous êtes bambaraphone? Oui. En bambara, on dirait quoi? Franchement, je ne saurais le dire. Très Moi, bien. j'ai la notion vaguement, mais je n'ai pas un mot approprié pour cela. Très bien. Oui. Monsieur Traoré. Oui, merci M. Moriko. Je pense que j'adhère absolument à l'éventail de réponses que M. Robert Dissa a donné à votre question. Mais il faut ajouter que les sociétés sont dynamiques. Lorsqu'ils considèrent que X est griot et Noumou est forgeron, celui qui, au nombre de critères, celui qui hérite aussi de ce métier par la transmission. Celui qui est dans l'endogamie, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec autrui que quelqu'un d'autre qui soit de son patrimoine, de son patronyme ou de son groupe. Eh bien, je pense que si nous considérons la chose dans l'absolu peut-être, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas évoquer cette question sans tenir compte qu'il y a eu énormément d'effritement, énormément d'effondrement. Le concept a bougé et ne saurait être enfermé dans ces deux pôles de considération qu'il a émis, par exemple, l'endogamie et la transmission du métier. Bon, s'agissant du terme lui-même, de caste, eh bien, les linguistes africains, les linguistes, les anthropologues refutent totalement certaines définitions, estimant que nous avons, on a appliqué à l'Afrique un certain nombre de terminologies qui sont étrangères et qui ont été prises ailleurs. En la matière, on estime que caste, ceux qui ont estimé que nous, Nyamakala, et là déjà moi je vous parle d'une autre terminologie, et ceux qui ont estimé que nos Nyamakala relèvent de la caste. Dites-le en français parce que nous sommes panafricains là. Voilà, bon, Nyamakala c'est une expression mandingue qui veut dire quelque part l'essence de la structure, c'est-à-dire Nyamakala, c'est-à-dire le kala étant la racine, le tronc ou le fil conducteur, en tout cas l'ossature, eh bien l'ossature du nyama, le nyama étant, selon un sens ou un autre, étant
une sorte de substance qui relève pratiquement du sacré. Mais enfin, dans ce cas précis, le Nyamakala serait le fil tenu qui coud la société en soi. Et qui est aussi qui bénéficie de protection, en tout cas d'inviolabilité, très certainement. Bon, donc les linguistes estiment que le mot caste, on ne saurait enfermer cette catégorie dans ce mot qui est à l'évidence pris ailleurs et qui renvoie par exemple à des connotations comme par exemple la caste des intouchables en Inde ou d'autres considérations qui nous sont plus proches. C'est vrai que déjà dans les sociétés européennes anciennes, eh bien, on peut trouver des germes de cette organisation sociale, mais ce qui nous a été appliqué l'a été par l'ethnographie française, n'est-ce pas? Et là, c'est un refus de la linguistique africaine, des linguistes africains, des anthropologues africains, de cet enfermement-là. En matière de recherche en sciences humaines notamment, les gens nous restituons toujours les expressions originelles. Lorsque un chercheur restitue un travail donné, s'il restitue, il parle de Nyamakala plutôt que de caste. Il parlera de Djeli plutôt que de griot. Il parlera de Noumou plutôt que de forgeron. Alors, donc, ce sont des retours aux terminologies africaines qui sont l'essence des choses. Lorsque vous traduisez, vous trahissez. Voilà. Très bien, M. Traoré. Maître Konaré, oui. Alors, je vous pose la question, mais en même temps, je vais vous poser une seconde qui va nous permettre d'entrer dans le deuxième aspect de notre entretien. Est-ce que tout ceci est compatible en République? Merci, M. Marico. Je salue vos téléspectateurs. J'aimerais souligner le fait que quand Soundiata Keïta, Fakoli et autres se réunissaient à Kouroukafuga pour diviser la société en castes, leur objectif n'était pas forcément de créer une suprématie d'une catégorie d'hommes sur une autre. Ils voulaient, comme l'ont dit mes prédécesseurs, diviser le travail social afin que l'économie se développe. C'est pourquoi vous trouverez toujours relié à la notion de caste un certain métier. Les griots ont pour métier de coudre les liens, de louer les seigneurs de guerre, etc. Tout ça dans le but de propager les vertus guerrières dans la société. Les gaoulots, les tisserands, les fabricants de sacs, les danseurs, tous ces gens-là constituent des castes. Les uns ont pour métier de réjouir la société, les autres ont pour métier d'entretenir les liens sociaux, etc. Mais avec le temps, la pratique a profondément hiérarchisé ces castes-là, au point que certains citoyens aujourd'hui ont honte d'appartenir à telle ou telle caste. J'en déduis que aujourd'hui, les notions de caste sont devenues quelque peu péjoratives. Et Maître, elles entrent même. Maître, est-ce qu'elles ne l'étaient pas dès le départ? Non, pas dès le départ, c'est ce que je disais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la dynamique de la péjoration s'est mise en route? Comment se fait-il qu'à partir de la construction d'une organisation sociale qui n'avait pas de connotation péjorative, en est-on arrivé à ce que vous avez dit et qui est réel, et que vous avez des millions de gens qui sont aujourd'hui dans une position d'infériorité, entre guillemets, du fait qu'ils sont issus de telle ou telle
caste, mais on reviendra sur le concept. Expliquez-nous un peu comment tout ça est arrivé. Je ne suis pas historien, mais je vous cite quelques exemples qui peuvent permettre d'éclairer mon propos. Allez-y. En principe, un griot ne fait pas la guerre. Un griot ne travaille pas. Il derrière son maître, il loue ses actions et le maître se charge de ce que le griot a besoin, de ce dont le griot a besoin. Mais quand le griot, faute d'avoir un bon maître, c'est-à-dire un bon horon, se met à travailler... Horon en français. Horon, un noble. Okay. Le noble que le griot doit suivre, si le griot devient plus riche que lui, parce que le griot s'est mis à faire du transport, parce que le griot s'est mis dans la vente d'or, et que le griot a fini par ne plus faire le griot, pensez-vous que le noble puisse lui exiger quoi que ce soit? Les enfants du griot riche finiront par ne plus se réclamer du griotisme. C'est comme ça qu'il y a eu une dénaturation de l'idée de griot, de l'idée de caste, au point que, parce que les gens ont peu à peu abandonné les métiers qui avaient été assignés à leurs ancêtres, les pratiques de base ont été abandonnées au profit de pratiques plus ou moins critiquables, et finalement les castes sont devenues ont été mises à l'index. C'est quoi les activités plus ou moins critiquables? C'est quoi? Plus ou moins critiquables. C'est quoi par exemple? Avant, un griot ne travaillait pas uniquement pour de l'argent. Il ne mentait pas sur son maître. Et il lui arrivait même de critiquer la lâcheté de son maître sur le champ de bataille. Mais ici, que le maître s'enfuit du champ de bataille ou se laisse capturer, le griot va toujours dire que c'est un maître brave. Il a menti, le griot ne ment pas à la base. Donc les pratiques se sont quelque peu altérées, au point qu'aujourd'hui, je dis, la notion de caste est devenue péjorative. Très bien. La République. Voilà, je débouche sur votre question. Pour moi, il y a une incompatibilité profonde entre la notion de caste et la notion de démocratie, parce que c'est de cela que vous parlez lorsque vous parlez de république. La démocratie, le critère de base, le fondement d'un État démocratique, c'est d'abord l'égalité des citoyens. Or, dans la notion de caste telle qu'on la comprend aujourd'hui, il y a une hiérarchie entre les hommes. Et cette hiérarchie se décline parfois dans certaines régions de notre pays ou de pays voisins jusqu'à l'esclavage. Des esclaves existent, on les a vus se lever notamment en Mauritanie. On les voit au nord du Mali. Donc pensez-vous que le maître puisse dicter quelque chose à l'esclave et que l'esclave puisse refuser? Non. Il y a une rupture de l'égalité entre citoyens qui est la base même de la démocratie. Très bien. Donc je dis que les castes sont les fondements de certaines sociétés comme la nôtre. C'est d'ailleurs leur existence qui constitue en certains endroits un frein à l'épanouissement de la démocratie. Parce que c'est une rupture de l'égalité entre les hommes, entre les citoyens, telle que proclamée par l'article 2 de la Constitution. Ensuite, l'existence de castes influe très négativement sur la régularité et la sincérité des scrutins, qui sont aussi une base de la démocratie. On va y arriver, maître. Robert dit ça. Est-ce que le système de castes est toujours, aujourd'hui où nous parlons, est-il toujours actif? Est-ce qu'il continue à structurer la vision du monde de ceux qui en sont les protagonistes? Alors, la vision, je dirais oui. La vision, je dirais oui, mais dans la pratique. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que
et Ismaël le disait un moment, les castes survivent, les castes tels que nous les avons connus, les castes à l'état traditionnel, survivent aujourd'hui à la norme. Parce que si nous regardons les 3 critères fondamentaux des castes, que ce soit un travail social spécifique, Maître le disait tout de suite, on voit que, par exemple, les noumous, comme le veut bien mon doyen, par exemple, les noumous, ils ne sont plus seulement en français, les forgerons. Les noumous, ils ne sont plus seulement à la forge. On peut les trouver dans l'armée, on peut les trouver dans la présentation. Si moi je veux être forgeron, si moi je suis attiré par le métier de la forge, par exemple, alors que je ne suis pas originairement, aujourd'hui, oui, un fils de cultivateur peut bel et bien exercer le métier de la forge. Et il y a quoi en conséquence sociale? Maintenant, j'allais en venir. Donc ça, c'était d'abord sur le premier point. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on appelle la division sociale du travail et qui était un travail spécifique qui revenait à chaque caste. Si nous prenons le côté endogamique, on assiste, même si ce n'est pas très fréquent, à des mariages extra-castes. Et le troisième et dernier point, c'est que le fils des Nyamakala, alors, n'est pas au jour d'aujourd'hui obligé d'exercer les métiers des Nyamakala. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que un moment, je pensais que Maître allait le dire. En fait, ce système de caste a connu une véritable révolution à partir de la diversification extrême des domaines d'activité. Rappelons-nous que quand nous étions déjà dans le XIIIe siècle, 1200, on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas l'aviation, on n'avait pas la navigation, on n'avait pas ceci, on n'avait pas cela. Donc, avec l'industrialisation, avec la modernisation, il y a eu sur cette terre-là beaucoup de types de travail. Donc, si bien que les gens, à un moment donné, ont dû arrêter un travail traditionnel pour un travail moderne. Donc c'est pour vous dire que d'une manière matérialiste, moi je pose le problème. C'est toujours le travail qui va tout déterminer. Alors au jour d'aujourd'hui, les castes déterminent bel et bien la vision des gens. Même ceux qui sont partis faire de très grandes études, je suis désolé de le dire. Et récemment, depuis qu'on m'a envoyé le thème, j'ai enchaîné les débats, moi aussi, autour de moi. Et récemment, j'ai discuté avec un intellectuel que je respecte beaucoup. Je lui dis, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, toi, tu regardes quelqu'un en fonction de sa caste? Autrement dit, est-ce que tu peux avoir un ami casté, entre guillemets? Il me dit que son meilleur ami est casté. J'ai dit, d'accord. Est-ce que tu seras d'accord que son fils marie ta fille? Il me dit, ah ça, non. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que bel et bien, ça détermine la vision des gens. Mais maintenant, par contre, moi, je ne suis pas tellement d'avis avec Maître. Allez-y. Pour moi, oui. Le système de caste ne détériore pas, à mon avis, le système démocratique. Dès lors que, moi, je vais du principe que l'Amérique, par exemple, a pu faire un vote noir. Moi, je ne peux pas comprendre que nous ne puissions pas faire un vote caste. Quand des pays tels que la France, qui a donné très récemment, je dirais, le droit de vote aux femmes, puisse faire dans son parti socialiste un vote féminin, un vote femme, moi je ne peux pas comprendre aujourd'hui encore qu'on ne puisse pas permettre à un griot, à un noumou, ainsi de suite. Bref, ce n'est pas antidémocratique. À mon avis, dès lors que dans la Constitution, à ma connaissance, je ne connais pas un seul article alors qui prône cette discrimination entre caste et noble. Très bien. Il y a les textes, il y a leur esprit et il y a l'effectivité de notre vécu quotidien. Monsieur Traoré, oui, je vous donne la parole. Je voudrais juste, avant que vous ne preniez la parole, soumettre à votre attention quelques éléments que les téléspectateurs nous ont envoyés, et puis on va clore sur le débroussaillage, parce que vous savez que notre sujet principal, c'est est-ce qu'on peut bâtir un État démocratique. Là, nous sommes en train de débroussailler, puis nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous lire 3 extraits.
et puis à ce moment-là, vous prendrez la parole. Le premier extrait nous vient de M. Souleymane Chérif Koulibaly. Il est ingénieur de construction et il est à Kita, au Mali. Voilà ce qu'il dit. Il pose des questions. Pourquoi les États africains continuent-ils à garder les chefferies traditionnelles comme des circonscriptions territoriales démocratiques, entre guillemets? Qu'est-ce que celles-ci représentent pour les citoyens et pour les chefs politiques? Moi, j'ajoute à sa question, les chefferies traditionnelles et ou coutumières, y compris religieuses, est-ce qu'elles nous renvoient à la problématique que nous débattons aujourd'hui? Est-ce qu'elles font partie de notre problème, d'après vous? Dernière question, comment démocratiser les chefferies rurales et urbaines? Bon, par chefferie, moi, je verrais deux niveaux, n'est-ce pas? Forcément, au village, il y a un chef. Il y a même des chefs. Il y a le chef de village qui est le descendant des fondateurs. Il y a très certainement un chef religieux, parce que l'imam a autant d'importance souvent que... Et il y a eu par le passé le chef des cultes traditionnels. Ces chefferies sont-elles ce qu'elles sont? Je considère que dans l'espace que l'on peut appeler le Mali plus au sud, eh bien, on n'a plus de structure de chefferie en tant que telle. Le système colonial a décapité toutes les chefferies à ce niveau-là. Nous ne parlons pas que du Mali. Hein? Oui, je sais. Si vous allez au Bénin, au Niger, au Nigeria, voilà, au Cameroun, voilà. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais à l'échelle d'un pays comme le Mali, par exemple, les chefferies des sociétés nomades et des sociétés assimilables, périphériques du Nord Mali, sont des sociétés dont les chefferies ont survécu, sont très structurées et sont politiquement agissantes. Alors que vous ne pouvez pas obtenir le même type de solidarité plus au sud. N'est-ce pas? Vous n'avez même pas une capacité de fédérer des chefs de village dans un espace de CAFO, de simple terroir, et ainsi de suite. Bon, ça c'est de l'histoire liée à une sorte de décapitation de schémas politiques dans l'histoire. Pour clore sur le chapitre des castes, moi je dirais que je n'emploie pas beaucoup ce mot, je préfère le groupe statutaire à la suite de Jean Bazin et de tous les autres chercheurs et donc nous parlons plutôt de groupes statutaires protégés, pas forcément endogames. Bon. Et lorsque nous regardons la situation des systèmes de l'organisation sociale des sociétés précoloniales africaines, au sud du Sahara, nous nous rendons compte que on ne peut pas regarder ces sociétés et les types de perte de capacité, de valeur, de mémoire, perte d'activité, sans interpeller la situation coloniale qui est passée par là. Et lorsque nous disons que le Djeli n'est plus ce qu'il est, comme Maître Konaré le disait, le griot n'est plus dans ses rôles, il trahit, il fait ceci, cela. Moi, je ne crois pas. Je crois que mais il n'y a pas plus... qui n'a pas trahi les valeurs? Qui n'a pas trahi les valeurs? Est-ce que la notion de noble renvoie à des valeurs? Si oui, c'est autant de perversion à ce niveau-là que dans... Donc, nous sommes en pleine sociologie des comportements et des dérivations qui résultent de la perte de capacité, de la perte de statut. Le griot, comme le chef de politique, a perdu tout son statut. Lorsque, à Ségou, aux premières heures de la colonisation, lorsque le capitaine Underberg, je crois, a fait appeler tous les chefs militaires Bambara, plus de 37, et les a fait exécuter, c'était la fin de la résistance politique, militaire et toutes autres formes de résistance, même culturelle, de l'État, de ce puissant État. Lorsque vous coupez la tête du serpent, comme dit l'autre, il ne reste plus que des ficelles. Et à la fois, ce pouvoir politique apparent au niveau de la chefferie en tant que tel, mais également tout le système d'organisation est tissé autour de capacités de rôle qui fondent la qualité de la gouvernance africaine. Ainsi, si le Djeli perd son pouvoir, cela découle de ce que
tout le système politique est décapité. Et il ira de perte en perte jusqu'à ce que certains puissent le confondre à quelqu'un qui est préoccupé d'alimentaire plus que d'autres choses. Très bien. Mais néanmoins, on ne peut pas décrire seulement l'organisation sociale et le tenir dans des cloisonnements. Il y a des rôles fondamentaux. Depuis Ouagadougou jusqu'à l'Empire du Mali, il y a eu un glissement. L'Empire du Mali dont parle Konaré est l'héritière des systèmes d'organisation de l'Empire du Ouagadougou. Et à partir de l'Empire du Ouagadougou, les communautés ont essaimé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a énormément de communautés en Afrique de l'Ouest qui se réclament du Mali comme terroir. Et les systèmes sont allés avec. Mais on peut dire que aujourd'hui, considérer la situation d'ensemble revient à constater que nous sommes des sociétés en action où s'il faut parler d'État démocratique, il faut aussi se dire que il faut aussi se dire qu'il y a des embryons de schémas démocratiques dans ce système de l'organisation traditionnelle. Nous disons qu'il y a eu un système électif à Ségou au temps de l'État précolonial. Tout le monde sait les modes d'élection des rois Koulibaly ou des rois Diarra qui ont suivi. C'était un système électif. Très bien. On va y revenir. Moi, je voudrais juste vous demander que nous allions à Dakar pour prendre en duplex le professeur Bouba Diop, historien, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec qui nous allons avoir un entretien sur notre problématique. Bonsoir, professeur Bouba Diop. Oui, bonsoir, M. Marico. Alors, dites-nous, quelle relation peut-on établir entre caste sociale, le fait caste sociale, et la construction démocratique en Afrique? Pour les historiens, les castes constituent des éléments repérés dans l'évolution de nos sociétés. Moi, je suis professeur d'histoire ancienne. On a vu ce type de catégories socio-professionnelles figées. Et donc, c'est un indicateur du développement d'une société. C'est également un élément de régulation sociale. Ça ne va pas toujours avec la démocratie, qui est une tension permanente pour plus de liberté et de justice. Donc, je crois qu'il faut faire en sorte que les jeunes aient des informations à partir des lectures de l'histoire de nos sociétés. Et il faut aussi faire en sorte que les professionnels de la communication donnent les bonnes informations pour montrer le relativisme historique des castes qui existent dans telle ou telle société sont considérés comme effectivement des groupes sociaux tout à fait nobles, assez dynamiques dans d'autres sociétés. Donc je crois que les castes sont un indicateur d'une rigidité sociale. Il faut donc promouvoir la mobilité sociale, la mobilité géographique. Et on a vu dans l'histoire des sociétés dépasser ces stades stationnaires et aller vers des progrès beaucoup plus consistants. Oui, professeur Diop, est-ce qu'on peut considérer que la démocratie est une évolution naturelle de la mentalité issue du système de caste? Absolument. La démocratie, à différents moments de l'histoire, constitue une avancée pour aller au-delà des castes. Bien sûr, les castes se reconstituent, ont d'autres formes, d'autres noms. C'est pour cela que moi je définis la démocratie comme une tension permanente pour plus de liberté et de justice, pour plus de clarification. Ce combat-là, il est permanent. Et on supprime certaines castes, d'autres castes réapparaissent. Il y a de nouvelles castes qui se constituent. Il y a de nouveaux ordres dans nos sociétés. La seule manière de combattre cette rigidité, c'est l'éducation, la formation. Je crois que c'est cela. Sinon, les castes ont de nouvelles formes. Et il ne faut pas se le cacher. Merci, professeur Diop, et bonne soirée à Dakar. Merci, M. Marico, et à la prochaine. Messieurs, voilà, nous venons de suivre le professeur Diop. Alors, je me tourne vers vous, maître, et nous entrons de plein pied donc, dans la deuxième et dernière partie de notre entretien. Alors, maître,
est-ce qu'il est possible de bâtir en République une société démocratique à partir des principes d'une société organisée en castes socialement hiérarchisées sans une déconstruction du concept de caste? Et j'insiste, sans la déconstruction du concept. Je vous remercie. Prenons la chose sous l'angle purement théorique. Les castes, c'est d'abord une hiérarchie. Même si les fondateurs, les anciens rois, avaient dans l'idée de diviser la société en plusieurs métiers, il n'en demeure pas moins que jamais ils n'ont pensé qu'un griot ou un forgeron ou un tisserand pouvait devenir empereur. Et on était au stade de l'Empire. L'Empire, la direction de l'Empire ou du royaume revenait aux nobles, lesquels avaient des devoirs envers les autres castes. Dès lors, il y a une rupture, comme je le disais, de l'égalité entre les citoyens, et la démocratie a été importée en Afrique et est venue trouver cette construction sociale traditionnelle. Donc, pour que la démocratie puisse prospérer en Afrique, il va falloir, comme vous le suggérez, déconstruire la notion de caste. Comment on fait? Comment on fait? C'est déjà fait. J'ai vu des griots candidats aux législatives, j'ai vu des Mabo maires ou des Garanguais maires, etc. Donc, gouvernants de la cité. Dans le micro-trottoir, donc c'est déjà fait. Maître, dans le micro-trottoir, il y a un intervenant qui a dit « Ok, tout ça c'est bon, mais lorsqu'on arrive au sommet, à la hiérarchie du pouvoir, ça ne fonctionne plus. » Mais dès lors que vous avez un homme de caste, député, maire, ministre, alors, même le jour viendra même Premier ministre, on a vu ça bien, dans un pays que je ne cite pas, mais il n'y a pas loin d'ici. Donc le jour viendra où nous aurons un homme de caste au pouvoir. Nous avons eu un noir au pouvoir aux États-Unis. Oui, maître. Donc vous voulez dire que la dynamique est enclenchée. La dynamique est déjà enclenchée. Pour la déconstruction de ce concept. Mais intellectuellement. Oui. Parce que je suis sûr que, je ne sais pas de quel village vous êtes, mais je suis sûr que si nous retournons dans votre village originel, ce dont vous parlez là, sur ce plateau, n'a pas voix au chapitre, c'est évident. Mais j'arrive. Mais c'est un processus, d'après ce que vous dites, qui est enclenché. Oui. Est-ce que vous pensez que ce processus finira par aboutir à cette déconstruction, indépendamment de ce que les intellectuels et les chercheurs, eux, peuvent faire de leur côté, du point de vue universitaire et du point de vue de la recherche? La démocratie, telle que nous la vivons, et telle qu'elle nous a été dictée par l'Occident, va finir par balayer les notions de caste traditionnelle en Afrique. Merci. Monsieur Marico. Oui, j'allais donner la parole à Robert, mais en fait, allez-y. Voilà, allez-y, je voulais dire que avant la démocratie, n'est-ce pas, nous savons bien qu'on a parlé du grand tournant des années 90. Hein, mais avant, il y a eu la République. Et la Première République, il faut savoir que la Première République, sous Modibo Keïta, la politique culturelle de la Première République a été justement de tenter d'uniformiser ces catégories pour former, pour que l'on puisse parler de citoyens maliens. Rappelez-vous que cette politique culturelle a institué ce qu'on appelait une biennale artistique et culturelle qui, à l'aide de pièces de théâtre, de chansons qui sont devenues populaires, emblématiques, et de chants, danse, à travailler pour communiquer à la Nouvelle République des valeurs qui sont quand même des valeurs républicaines où chaque citoyen vaut pour ce qu'il est. Et autrement dit, tous les citoyens sont égaux. Aujourd'hui, lorsque Maître Konaré parle d'incapacité de certaines catégories à arriver au sommet, lorsqu'on parle de caste ou de catégorie, moi je ne sais pas si je vais dans la rue à Bamako ou d'Abanani, je ne reconnais aucune personne à son odeur
à sa couleur ou à un certain nombre de paramètres. Sauf qu'ils viennent demander la main de votre fille. Non, et là, moi je voudrais. Voilà, moi c'est avec plaisir, n'est-ce pas, que je diversifierai, n'est-ce pas, les provenances, parce que je suis moi-même constitutif d'une famille où mon patronyme paternel n'est pas celui de ma mère. En remontant plus loin, celui de ma grand-mère n'est pas le même que celui de ma mère, et ainsi de suite. Nous sommes une construction de diversité et bon. Et lorsque je dis que, en me promenant dans la rue, je suis un citoyen, je ne sens à aucune émission de chaleur particulière, à aucune couleur particulière, à aucune odeur particulière qu'un tel citoyen est dans une catégorie. Bon, parce que les professions sont déconstruites. Et deuxièmement, lorsque vous parlez d'incapacité dans l'ascension sociale, politique, jusqu'à un certain niveau, mais nous ne connaissons pas si bien que ça nos sociétés, M. Konaré. Parce que de nombreuses catégories de personnes se considèrent comme nobles alors qu'ils ne connaissent même pas l'histoire de leur famille. L'histoire des familles est une histoire problématique. C'est une histoire, rien que le 19e siècle au Mali a fait basculer dans l'un et l'autre camp de nombreuses catégories de personnes. Lorsque les Maliens se tapent la poitrine aujourd'hui pour dire « moi je suis noble, moi je suis ceci, moi je suis cela », si seulement on pouvait remonter la chaîne des générations, on verrait qu'ils étaient tout à fait de l'autre bord. Très bien. Alors, je voudrais, Robert Dissa, avant de vous donner la parole, je voudrais vous lire un petit extrait d'une association. Cette association, c'est une association nigérienne qui s'appelle Timidria. C'est une association de défense des droits humains. Alors, association de lutte contre les pratiques esclavagistes et la discrimination au Niger. Voilà ce qu'ils disent. Ce qui fait le plus mal, c'est que le sujet est tabou au Niger. L'administration n'en parle pas. Les politiciens n'en parlent pas. Les parlementaires non plus. Et lorsque vous posez un problème de ce genre devant les juridictions, le dossier est le plus souvent rangé. Monsieur Robert Dissa. Alors? Oui. Ma réaction par rapport à ça? Tout à fait. Bon, moi et par rapport à la question centrale, la construction démocratique à partir des principes d'une société socialement hiérarchisée. Voilà. Bon, d'abord par rapport à ça, moi je ne sais pas pourquoi veut-on déconstruire le système des castes. Pourquoi? Je me pose bien la question. Non, pourquoi? le concept. Oui, le concept. Pas le système, parce que nous avons vu qu'il y a un hiatus entre le concept et la réalité à laquelle il renvoie. D'accord. Prenons même c'est de cette déconstruction qu'il s'agit. Ah, d'accord. Mais maintenant, cette déconstruction ne passe-t-elle pas par forcément l'envie chez les castés eux-mêmes à mettre fin à leur situation peut-être de victime? Mais quand vous dites les castés, mais tout le monde est casté. Non, je veux dire les Nyamakala. Je veux dire les Nyamakala, c'est-à-dire les gens de caste. Oui, bien sûr. J'ai pas compris. Chacun dans une caste. Scientifiquement, chacun dans une caste. Mais quand on dit casté, on parle généralement des castes dites inférieures, en fait. C'est-à-dire l'ensemble des castes d'un côté et la caste des nobles de l'autre. Voilà, pour être scientifique. Maintenant, ce que moi j'ai constaté, abolir aujourd'hui le système des castes va-t-il arranger chaque homme de caste en Afrique? C'est ce qui va m'amener encore à poser ces débats de démocratisation de l'Afrique, se faisant justement avec les castes de tous les temps. Au jour d'aujourd'hui, quand il y a les élections, c'est vrai que les hommes de caste, ils n'ont pas beaucoup de chances de devenir, par exemple, président de la République. Mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Maître. On a quelques députés qui sont des hommes de caste. On a quelques maires qui sont des hommes de caste. Ils ne sont pas très, très nombreux. Comme disait le doyen, ils ne sont pas nombreux non plus. C'est-à-dire qu'au Sénégal, dans les années 92, ils ont posé le débat. Je crois que le professeur Bouba Diop qu'on a vu, il faisait partie de ce débat, un débat posé par Madeleine Moukamabanou avec Boubacar Boris Diop, avec Penda Mbo. C'est ce que Boubacar Boris Diop a dit lors de ce débat. Il dit que poser un débat sur les castes
risque de poser plus de problèmes que la réalité des castes elle-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en parler? Non, il faut en parler, mais sans rien exagérer, mais sans rien minimiser non plus. Voilà. Si nous et c'est exactement l'esprit de ces plateaux-là que moi je salue aujourd'hui, franchement. Mais maintenant, ce que moi je veux dire, c'est-à-dire, dès lors que un homme de caste n'arrive pas à être président, mais il est député, il est maire, il est conseiller, moi je prendrais volontiers l'exemple par exemple sur Moustapha Niasse au Sénégal, qui a occupé de très grandes fonctions, qui a été battu à l'élection présidentielle, mais on a reproché quoi à Moustapha Niasse? On a reproché à Moustapha Niasse son origine castée, quoique il a même marié une fille qui serait descendante de Blaise Ndiaye. Comment dire, M. Traoré le disait tout de suite qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne savent même pas, c'est-à-dire qui ne peuvent pas remonter dans l'histoire pour nous convaincre qu'ils sont descendants des lignées de nobles et tout. Mais c'est pour dire tout simplement quoi? Moi, je veux dire que nos politiciens, sachant très bien que s'ils portent des patronymes qui relèvent de la caste, ils se feront battre à des échéances électorales. On a vu les cas chez Seydou Badian Kouyaté, qui a refusé le nom Kouyaté à la veille d'une élection présidentielle. On a vu Soumaïla Cissé, qui a dit qu'il n'est pas quoi, il n'est pas Soraï, il est plutôt Marca, je ne sais quoi encore. Tout ça, ça pose le problème que les mentalités, pour l'instant, ne sont pas prêtes à recevoir au plus haut sommet de l'État en Afrique, c'est-à-dire des hommes appelés des hommes de caste. Mais à force d'y travailler, on y arrivera progressivement. Mais maintenant, il y a l'autre face de la médaille qu'il ne faut pas du tout oublier. Ces mêmes politiciens, ces défenseurs de la démocratie, ils travaillent avec les castes. La situation caste les arrange. Ils ne parlent pas. Ces hommes politiques-là, eux tous travaillent avec les grandes familles des castes, avec les grands patriarches, les chefs de griots, les réseaux des communicateurs, des griots et communicateurs traditionnels. Ils travaillent avec les grandes familles des castes qui, à leur tour, mobilisent tous leurs fans pour eux. Très bien. Donc, du coup, il y a une sorte d'hypocrisie qui est là. D'un côté, on veut que l'homme de caste puisse être, élu, s'il les mérite ou s'il a des mérites. Mais moi, je me dis que nous sommes dans une démocratie. Les peuples ont aussi le droit, c'est-à-dire de participer au débat, de participer à l'élection. Et quel que soit un être humain, tu n'es pas vu seulement en fonction de tes capacités intellectuelles. Tu es vu en fonction de tes origines familiales. Et ça, on a ces systèmes-là, même aux États-Unis. On a ces systèmes en Chine, on a ces systèmes-là partout. D'accord, voilà. D'accord, M. Robert Guissa. Maître Konaré, notre problématique ne nous renvoie-t-elle pas simplement à une question de respect des droits humains, puisque nous sommes en République? Nous sommes à la fin de l'émission, il ne nous reste plus qu'une minute. Donc, voilà. Il y a dans la notion de caste une question de droits humains, incontestablement, parce que la notion de hiérarchie qui sous-tend dans l'entendement commun la notion de caste jure avec l'esprit d'égalité des citoyens. Mais vous devez comprendre que autant le colonisateur est venu balayer nos rois, autant l'islam est venu de l'étranger balayer les croyances traditionnelles, autant la démocratie est une pratique étrangère qui est en train de balayer la construction socio-traditionnelle, notamment les castes. Plus la démocratie va perdurer, plus les citoyens vont réclamer d'être égaux les uns par rapport aux autres, et plus on ne parlera plus de caste. Le jour arrivera où vous verrez quelqu'un traduire en justice pour injure publique celui qui l'aura traité d'homme casté. Je vous remercie. Monsieur Traoré, votre dernier mot. Oui, les paramètres de l'ascension politique dans notre société
ouest africaine ou dans notre société africaine d'aujourd'hui tourne autour d'un certain nombre de supports. Les moyens financiers, les réseaux de tout genre, et si même il faut extrapoler, à la limite, il faut parler même de réseaux sociaux, dans la mesure où ce système a tenu un rôle extrêmement important dans l'ascension d'Obama. Il y a des Obama africains qui vont venir. Donc il y a des paramètres tout à fait rationnels, modernes, réalistes, qui sont des paramètres courants que nous voyons tous les jours se déployer, qui sont à l'œuvre et qui vont battre en brèche ces lectures. Moi j'appelle ça ces lectures sectorielles. Très bien, et j'espère que ces lectures battues en brèche vont consister justement en une déconstruction des aliénations diverses. Absolument. Auxquelles nous sommes les uns et les autres soumis. Absolument. Robert Dissa, le mot de la fin. Alors, personnellement, je me réjouis qu'il y ait enfin ces débats, je crois, pour toute l'Afrique. Je vantais le mérite des Sénégalais avant même qu'on ne soit dans ce studio. Je leur dis merci encore pour avoir été, je crois, les pionniers à oser poser ces débats qui est très sensible. Moi, je félicite tout un chacun ici d'avoir pu tenir ces débats très sensibles, mais vraiment sans passion. Et ce que je voudrais vraiment dire enfin, c'est que mes prédécesseurs ont tout dit vraiment dans leur mot de la fin. Parce que l'évolution, c'est une machine qui est en route. Ça se fera. Mais qu'on ne veuille vraiment pas forcément bousculer des choses sans les comprendre auparavant. Ça fait partie de notre culture, les castes et l'évolution. Alors, est en marche, nous allons évoluer vers d'autres formes et que les choses se passent dans la quiétude, dans la paix, mais surtout dans la compréhension mutuelle. Merci. Merci, Monsieur Dissa. Merci, Monsieur Traoré. Merci, Maître Konaré, pour vos éclairages respectifs qui, je l'espère, ont permis d'apporter un peu plus de lumière dans cette problématique dont Robert Dissa disait qu'elle était délicate. Et elle est effectivement. Ouais. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, Facebook, Twitter, réseaux sociaux, vous connaissez. Quel impact ont-ils sur notre quotidien, sur notre vie, sur notre vision du monde? Est-ce des impacts positifs? Est-ce des impacts négatifs? Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il n'y en a pas? Je vous invite vendredi prochain à nous pencher sur nos relations avec les réseaux sociaux modernes d'Internet. Et comme vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos observations, vos questions au 00223 44 20 80 80, au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabtelevision.com. Merci de nous rester fidèles. Aimez-vous les uns les autres. Excellente soirée chez vous et à vendredi.